C'est l'un des leviers les plus puissants pour générer du trafic sur votre site e-commerce. Je parle du SEO, un incontournable pour se positionner dans les premiers résultats de recherche Google. À l'inverse du SEA, Google Ads, on ne vient pas acheter des mots-clés, mais plutôt travailler sur le référencement naturel des pages de notre site à travers tout un tas de techniques. Avec mon invité du jour, on va vous donner dans cette vidéo 5 astuces SEO pour optimiser votre site e-commerce. Allez, c'est parti! Salut, je m'appelle Benjamin, je suis le CEO de l'agence de publicité Social Desk. Mon métier, c'est de développer la croissance des entreprises avec notre équipe d'experts à travers la gestion des campagnes Facebook Ads, Google Ads et autres plateforme Social Ads. On propose aussi la création des visuels publicitaires pour optimiser la performance des campagnes. Si tu es un e-commerçant et que tu souhaites maximiser les ventes ou une entreprise qui a besoin de plus de leads ou de clients, je t'invite à prendre un call de découverte avec moi pour parler de ton besoin. Le lien est dans la description de cette vidéo. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marvin Tranchant, CEO de l'agence Sky SEO. Experte en SEO depuis presque 11 ans, si je ne me trompe pas. Vous avez plus de 40 clients comme Crédit Agricole, Feu Vert ou encore Cdiscount, donc plutôt des grands comptes, mais vous avez aussi, je pense, une gamme plus large de clients. Bref, tu connais plutôt bien le sujet et bienvenue Marvin, comment tu vas? Eh ben, ça va impeccable. Ça sera avec plaisir que je vais essayer d'introduire ici des petits tips SEO, même si au sens tips, on pourrait penser que c'est au sens très micro, mais là ça sera aussi en macro pour essayer d'amener de la valeur ajoutée sur ce canal d'acquisition qui est le référencement naturel. Peux-tu m'en dire plus un peu sur toi, sur l'expertise de Sky SEO? Je fais ce métier depuis 12 ans. J'ai un parcours, on peut dire classique, mais pas vraiment en réalité parce que j'ai toujours été indépendant depuis ces 12 ans. Même si j'ai eu des postes de salariés, j'ai dirigé des e-commerce, hein, on est dans le vif du sujet. J'ai dirigé des e-commerce où j'étais au SEO, à l'acquisition de trafic, hein, au SEA, réseaux sociaux, mais aussi jusqu'à de la gestion de stock. Donc je connais aussi toutes les problématiques relatives à la gestion et à l'acquisition de trafic et au chiffre d'affaires et à la rentabilité d'un site e-commerce. Et puis voilà, au fil des 12 ans, au-delà d'un parcours un petit peu freelance, salarié, où j'ai jonglé, j'ai eu aussi des sites e-commerce en propre, hein, que j'ai d'ailleurs revendu l'année dernière. Mais aujourd'hui, depuis 3 ans, vraiment, je me suis concentré sur donc l'agence SEO que j'ai créée. Donc aujourd'hui, voilà, on est 5 consultants SEO dans l'agence in-house, et puis derrière, on est entouré aussi de tout un tas de freelance avec des développeurs. Avec des rédacteurs énormément parce qu'on a un besoin de rédaction assez important effectivement dans le référencement naturel. Et puis voilà, comme tu citais certains clients, par exemple tu citais Feu Vert, mais aujourd'hui Feu Vert c'est simplement un acheteur de netlinking via des plateformes, donc c'est pas un client propre, mais par contre on a aussi des très beaux clients où on s'occupe de vraiment toute la dynamique 360 sur le référencement naturel, comme Bultex, Travaux.com, Crédit Agricole, mais aussi des sites plus gérés par des entreprises TPE, PME, mais toujours avec une ambition de générer une stratégie SEO vraiment avec véhémence et où on va être un canal d'acquisition qui compte et pas simplement un petit ajout supplémentaire. On a assez peu de clients, hein, entre 20 et 40 lycées sur l'année, mais on va dire une grosse quinzaine dont on s'occupe pleinement avec une stratégie complète. Et où on va Voilà. L'idée, c'est d'essayer de les chouchouter, comme tu le dis, d'avoir une relation humaine, un petit peu de partenaire, si je puis dire, et de s'investir à fond pour que les stratégies fonctionnent. Parce qu'aujourd'hui, le SEO, tu ne peux pas simplement, arriver en one shot, faire 3 mois et dire on va exploser le trafic. C'est quand même quelque chose qui demande du temps et beaucoup d'énergie et d'investissement. Donc voilà, c'est notre credo de personnaliser, d'humaniser et d'y aller à fond dans l'idée. Justement, avant de commencer vraiment les 5 astuces de SEO, c'est vraiment l'objet de cette vidéo. En quelques mots, en tant qu'expert finalement, quels sont pour toi les 3 piliers du SEO que toute entreprise devrait avoir chez soi?
Donc là, c'est les grands piliers. On qualifie souvent ça de SEO 2012, tu vois, le SEO à l'ancienne. Mais en réalité, le SEO à l'ancienne, il est indispensable. Et si tu ne l'as pas, c'est 90% potentiellement de ta stratégie qui pourra pas fonctionner en référence naturelle. C'est la technique. C'est un peu le socle de la strat. C'est que si techniquement, ton site aujourd'hui est à côté de la plaque, donc à côté de la plaque, ça veut dire quoi? C'est qu'il peut pas être bien lu, bien interprété par le robot et donc mal indexé potentiellement ou déclassé parce que ils jugent, j'imagine, tu vois, tu as un score de rapidité de 5 sur 100, pourquoi Google irait te mettre en avant? Pourquoi tu serais légitime? Parce qu'il il va pas plaire aux internautes, ce site-là, il va te mettre longtemps à charger et Google, ce qu'il veut, c'est que les internautes continuent à utiliser son moteur de recherche. Donc, l'idée, c'est que voilà, ton socle technique soit super cohérent. Alors, ça passe par du code, des balises, des fichiers, mais aussi derrière, un deuxième pilier qui est certainement le pilier qu'on voit au quotidien devant nos yeux, c'est le pilier qu'on peut qualifier de sémantique. On peut dire un mot-clé égale une page, c'est vraiment un raccourci énorme, mais en tout cas, quand tu as une intention de recherche d'un internaute, notamment en e-commerce, ça peut être des produits, mais ça peut être aussi de l'informationnel, une typologie de produit, une marque. Et bien tout ça, tu dois avoir une page dédiée qui travaille cette intention avec une réponse parfaite. Ça passe par un nombre de mots, par des balises, title, HN par exemple. Ça passe derrière aussi par un maillage interne, comment les pages entre elles vont être liées. Ça passe par un template de page. Il y a des pages sur un site, typiquement des mots-clés e-commerce. Si tu n'as pas un listing produit, tu ne rankeras pas. Tu peux faire une page de 5000 mots, ça ne marchera pas. Ce que Google veut, c'est des produits listés 4, 5 par ligne. Le grand basique, ça paraît bête, mais en réalité, il y a beaucoup de subtilités comme ça qui peuvent être intéressantes. Et puis le dernier pilier, le pilier très français, mais qui reste dans l'algorithme, un des piliers majeurs, c'est l'autorité, les backlinks. Si on fait un raccourci, l'idée c'est d'avoir ces fameux liens hypertextes sur d'autres sites qui vont pointer vers ton site. Et puis plus tu vas en avoir, plus ils seront qualitatifs, plus ils seront thématiques, on y reviendra. Et bien plus Google va se dire ce site-là finalement il est populaire sur le web. S'il est populaire sur le web, c'est qu'il est légitime. Et s'il est légitime, alors je le remonte dans les résultats de recherche. Voilà. Évidemment, on va voir que au-delà de ces 4 piliers, en ce moment, depuis quelques années, mais là vraiment dernièrement, on a des nouveaux KPI, en tout cas des nouveaux indicateurs caractéristiques qui font qu'on peut court-circuiter certains piliers pour aller un peu plus vite ou faire différemment, du moins. Du coup, je crois qu'on va en parler un petit peu dans les astuces du jour sur les backlinks. Oui. D'ailleurs, on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense que c'est vraiment le cœur de la vidéo avec la première astuce SEO. Et je crois qu'on va parler de blog et de contenu informationnel. Donc, tu peux nous en dire plus sur cette première astuce? Donc, la première astuce qui au-delà d'être une astuce est plutôt vraiment un sous-pilier en quelque sorte de justement ce pilier sémantique qu'on a vu auparavant. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de prospects ou de clients qui se demandent, notamment évidemment dans le e-commerce, ils se demandent est-ce qu'il y a un intérêt à faire un blog? Est-ce qu'il y a un intérêt à faire des contenus informationnels? C'est-à-dire des contenus qui vont pas travailler un mot-clé lié à une intention d'achat, mais plutôt à une intention de chercher une information. On pourrait penser par exemple un e-commerce qui va vendre des skis pour enfants, est-ce que je dois faire un article sur comment choisir des skis? Ça c'est proche de l'achat, mais tout de même, c'est quand même informationnel, mais aussi, comment apprendre à faire du ski à mon enfant, par exemple. Est-ce qu'il y a un intérêt à aller produire ces contenus? Finalement, on se le demande parce qu'on sait très bien que cet internaute qui va taper cette requête, il n'est pas dans une intention purement d'achat à l'instant T. Donc souvent, les e-commerçants sont plutôt en recul, sur la création de ce genre, de contenu. Cependant, ma réponse à ça, c'est que ça devient pour moi indispensable. Évidemment, pourquoi? Parce que d'une part, ça va amener du trafic. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, un e-commerce, il est bridé par sa gamme. Il y a une réalité absolue, c'est que tu ne vas pas pouvoir travailler des mots-clés sur lesquels tu n'as pas les produits. C'est mathématique, mais c'est la réalité. Et donc, on arrive quand même souvent, s'il y a un beau travail de fait sur la partie e-commerce, donc catégorie, fiche produit, pourquoi pas quelques landing pages, des pages marques, imaginons, donc des grands classiques d'un e-commerce, on va se demander comment aller plus loin, comment aujourd'hui je suis 10e, est-ce que j'active juste le netlinking, les backlinks, et puis ça suffira, ou est-ce que je dois aller plus loin? Aujourd'hui, Google adore le fait qu'on soit un expert de son sujet. Je suis un vendeur un e-commerce d'électronique, enfin d'high-tech, pardon. Aujourd'hui, je dois aussi, au-delà de ça, être un acteur de l'information de l'high-tech. Ça veut pas dire
proposer uniquement des contenus d'actualité un peu bateau comme on peut voir dans les sites d'actu X ou Y. Mais en tout cas, là, l'idée, c'est plutôt d'appuyer sur ces différentes thématiques ou sous-thématiques de son site et de devenir l'expert. Si aujourd'hui, j'ai un internaute qui demande une information, qui se demande quelque chose, sur ma thématique, c'est moi qui dois répondre. C'est pas mes concurrents ou c'est pas des sites d'actu. C'est à moi d'être présent sur la SERP, les résultats de recherche, parce que d'une part, ça va m'amener du trafic. Et ce trafic-là, l'idée après, évidemment, c'est d'aller le capter on va le voir juste après, d'aller le capter le plus rapidement possible et de pas laisser partir cet internaute. Mais même s'il part, l'information, il l'a vue chez nous. Et ça, c'est aussi un aspect un petit peu branding. On va se montrer nous et pas quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Évidemment, ce trafic, on essaye de le convertir, mais surtout aussi la croissance SEO e-commerce. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous l'exposer avec les deux petits cas que j'ai mis sur la droite. Le fait d'être expert informationnel amène à pousser les positions des pages e-commerce que tous les e-commerçants travaillent à fond, les pages catégories, les fiches produits. Google va nous accorder une légitimité supplémentaire qu'on ira travailler avec le maillage interne notamment. Et puis aussi, enfin, la réutilisation des contenus hors site web, c'est aussi un contenu qui va coûter quand même un certain prix, un investissement de temps et d'argent de produire ces contenus informationnels. Ils vont pas être forcément tout de suite héroïstes, mais par la réutilisation des contenus, on peut imaginer sur les réseaux sociaux, sur les newsletters, c'est aussi, on aura produit de l'information, on aura un plan, on aura des mots qu'on pourra transférer, imaginons, en vidéo, de la même manière que quand on tourne une vidéo, un podcast, on peut derrière l'utiliser comme article de blog, c'est totalement possible. Donc là, il peut avoir aussi une relation 360 avec les axes webmark ou les axes de com. Ça peut être aussi intéressant. Donc quand on fait un contenu blog ou un contenu informationnel, donc un contenu assez lourd textuellement, qui cherche une intention d'information, il faut évidemment catégoriser son blog, ça c'est très important. On voit énormément de blogs fourre-tout. Tu sais, tu as un onglet blog en haut dans le menu et on va y mettre 100 articles comme ça, à la volée. Non, idéalement, ça doit suivre une logique d'intention de recherche, ce qui peut suivre les catégories du site, mais qui peut aussi suivre une logique, imaginons un site qui vend des vêtements pour les parents et les enfants, une logique parent-enfant, ça peut complètement être logique. Une priorisation des articles, évidemment, le choix des articles, il est primordial. On va s'axer, c'est ce que je mets juste en dessous, sur la qualité, l'angle du sujet, la concurrence, tout ça, c'est des axes qui sont très importants et évidemment, nos sujets d'articles vont être liés aussi à notre volonté de pousser des catégories e-commerce diverses et variées. En tout cas, celles qu'on a choisies, celles qu'on veut vraiment amener à gagner en ranking. Le corpus de la page sera important. Le corpus, c'est quoi? C'est aujourd'hui produire un contenu de 2000 mots. Bon, tu vas voir un rédacteur, tu fais un plan de rédaction propre, tu vas voir le service marketing ou le service marque et ensemble, on va construire un article qui est cohérent à l'image de la marque et puis qui est cohérent en termes SEO et pour convertir, pourquoi pas. Mais derrière, il y a des éléments que Google adore. On peut imaginer un tableau, on peut imaginer parfois un simulateur, on peut imaginer des images, des vidéos. Tout ça, c'est autant de valeur ajoutée que tu vas amener à ton article qui n'est pas que constitué de mots au sens strict des paragraphes. J'avais une question qui me venait à l'esprit, c'est comment trouver en fait les idées de contenu informationnel qu'on pourrait mettre sur son site, parce que entre un contenu qui va apporter de la valeur ajoutée à mon site, c'est-à-dire potentiellement un trafic qualifié qui va convertir peut-être un jour, ou en tout cas qui va m'apporter de la légitimité pour faire monter mes pages produits. Comment on fait ce choix de contenu? Quelle métrique ou quel outil on peut utiliser pour les sélectionner finalement, quoi? Tu peux utiliser des outils classiques SEO, web marketing comme SEMrush, qui vont être une première approche pour détecter l'intention de recherche informationnelle. Il y a un petit onglet questions, par exemple, dans SEMrush. Il n'est pas très fourni, la base de données n'est pas incroyable, mais en tout cas, elle permet de matérialiser quelques grosses demandes sur une thématique précise. Donc tu tapes un mot-clé, je redis n'importe quoi, mais tu tapes ski, tu vas dans l'onglet questions de la partie organique, et derrière tu vas te retrouver effectivement avec les questions les plus posées par les internautes sur la requête. Tu veux
utiliser l'outil mots-clés de SEMrush basique aussi, parce que dans les mots-clés, il y a des mots-clés qui drainent une intention informationnelle. Donc là, ça te fait déjà une petite liste avec des volumes de recherche associés. Tu peux utiliser Answer the Public, par exemple, qui est un outil aussi semi-gratuit qui va te permettre, avec des graphes, de te matérialiser aussi des intentions diverses et variées. Tu vas utiliser l'analyse de la concurrence, évidemment. Tu vas passer dans SEMrush, par exemple, tous tes concurrents principaux et tu vas voir sur quoi ils rankent. Attention ici, parce que s'ils rankent eux, peut-être que c'est plus concurrentiel qu'il n'y paraît. Tu peux utiliser, évidemment, c'est peut-être la première chose que j'aurais dû citer, tu vas faire une réunion avec ton client, si moi je suis agence, ou en tout cas le e-commerçant doit en interne proposer aux commerciaux, proposer au service marketing, au service marque, même la personne qui va derrière est au service client, évidemment, hop, on fait ensemble une réunion et on donne des idées. Quelles sont les problématiques que vous rencontrez le plus souvent? Si tu as des vendeurs en boutique, là c'est magnifique parce que là les questions souvent en physique avec les vendeurs et les clients sont très nombreuses. Et là il y a plein d'intentions, même si c'est pas dans les outils, il faut y penser. Si c'est légitime, il faut le faire parce que très certainement qu'on a des recherches insoupçonnées. Les outils sont des bases de données de mots-clés limitées, donc on peut avoir des superbes surprises. Il faut surtout travailler avec logique et se dire qu'il y a quelques articles que tu les fais pour le SEO, c'est très SEO, mais attention, l'idée c'est d'apporter de la valeur et pas de le faire pour le faire. Voilà. Et c'est pour ça que l'utilisation de l'intelligence artificielle, donc elle peut être possible, on la voit, c'est très pire que d'actualité, c'est le présent absolu, peut-être le futur, mais en tout cas, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'humain, dans le sens où même aujourd'hui, tu ne peux pas lui dire écris-moi un article sur tel sujet, ça n'a aucun sens, tu verras des résultats catastrophiques, ça n'a aucun intérêt. Par contre, de l'utiliser, par exemple, pour aller scraper le top 10 sur la requête que tu as sélectionnée, ça c'est super. Il va te faire un plan avec toutes les meilleurs, en quelque sorte, paragraphes, il va te les résumer de tes 10 concurrents qui rankent aujourd'hui sur la requête que tu as sélectionnée. Et là, il peut te faire un plan qui est un bon point de départ. Évidemment, toi, avec ton expertise, e-commerçant ou nous comme agence, on va essayer de le retravailler. Ensuite, tu peux potentiellement lui faire un premier jet de rédaction. Mais nous, on passe vraiment que par de l'humain pour la rédaction. Mais on peut imaginer l'intérêt derrière de faire rédiger par l'IA au départ et puis ensuite un gros retravail derrière du contenu pour arriver finalement à un contenu de qualité qui peut par ailleurs être mesuré avec un outil comme Your Text Group par exemple, qui est un outil aujourd'hui qui te permet c'est un des meilleurs outils pour matérialiser une note en quelque sorte du contenu par rapport aux concurrents sur une requête donnée. Puis enfin, la partie maillage, parce que c'est bien d'avoir fait sa partie blog, mais l'intérêt derrière, c'est aussi pour le robot, là, en l'occurrence, c'est de montrer au robot qu'il y a un lien dans tout ça, ce qu'on appelle potentiellement le glissement sémantique. C'est qu'aujourd'hui, tu vas donner une information qui va servir à vendre, mais la vente peut être aussi servir à être informé. Et donc, l'idée étant de créer des liens hypertextes internes entre la partie e-commerce et la partie blog. Tu regarderas par exemple un Decathlon aujourd'hui, il y a X dizaines de pourcents de ces catégories phares qui ont toujours un comment choisir en haut à droite et qui renvoient vers une partie blog qui ensuite renvoie vers d'autres articles de blog. Il y a toujours un maillage entre, et en plus Decathlon, cette image d'aider, d'être l'expert du sujet, il la matérialise aussi par ce biais-là sur le web. Et puis les articles de blog entre eux aussi évidemment doivent être liés. Tu peux faire des glissements sémantiques du ski vers les raquettes, raquettes au sens marcher dans la neige, des raquettes vers les bonnets pour le froid, et puis ensuite faire un petit cluster. Donc quelques articles sur la partie bonnet, de la même façon quelques articles sur la partie raquette, et par ce biais-là, le robot, il glisse vers un expert du sujet qui traite l'entière parité, en tout cas le maximum de ses intentions informationnelles. Et puis enfin, ne jamais minorer l'impact des conversions, parce que souvent on me dit Marvin, on veut pas faire de blog, ça va coûter cher, ça va prendre du temps, il y a de la relecture, des allers-retours, et puis derrière ça convertit pas. Mais ça convertit pas, pourquoi? Parce que 95% des e-commerce, je sors un chiffre aléatoire, mais la majorité des e-commerçants qui ont un blog
blog cohérent, eh bien, ne se font pas de l'autopub. C'est complètement dommageable, hein, parce que, eh bien, aujourd'hui, tu arrives sur une page qui a 2000 mots, eh bien, il n'y a pas d'encart qui renvoie vers leurs produits. Il n'y a pas de ligue magnet, par exemple. On peut imaginer un livre blanc, parfois un guide pour les enfants pour faire du ski, tu vois, comme on disait tout à l'heure. Bah, hop, petit guide, on vous l'offre contre une adresse mail, et évidemment, il ne convertira pas aujourd'hui, cet internaute, mais il pourra convertir après. On peut imaginer une offre promo pour une date anniversaire, donc tu t'inscris, tu mets t'as un coupon, etc. En tout cas, il y a des idées et il faut mettre en avant sa partie e-commerce dans sa partie contenu article. Et là, je matérialisais ici ça avec 2 exemples. Hein. Par exemple, pour un client qui travaille le mot-clé chaudière électrique depuis 2 ans. En l'occurrence ici, donc on a ajouté 120 articles. L'avantage ici, c'est que ce client-là, sa spécialité, c'est la chaudière électrique. Donc ici, c'est assez niché, même si c'est un beau mot-clé à 16 000 recherches par mois lissées sur l'année. Donc en hiver, ou du moins avant l'hiver, tu as des grosses poussées de requêtes mensuelles. Et aujourd'hui, on est parti avec ce client-là, tu vois, de 47e au départ. Donc assez loin, on se bat contre des gros concurrents, grosse thématique, la chaudière électrique, avec des gros leaders e-commerçants, plus toute la sphère énergie qui travaille aussi ce genre de requêtes. Et puis finalement on s'est dit ok, on va faire un petit peu de backlinks. Évidemment il y a eu un travail technique et backlinks, mais c'est pas ça qui a fait la différence. Ce qui a fait la différence, vraiment, on l'a vu, hein, on a réussi à arriver du top 10 de manière classique. On travaillait des catégories, des fiches produits, et puis là hop, tu vas ajouter 120 articles, hein. Aujourd'hui on doit être le plus gros cluster sur la chaudière électrique en France. On est pas grand monde, on a fait 120 articles uniquement sur la chaudière électrique, tu vois. Et puis le chauffage aussi, on va lisser autour tout de même. Et puis derrière, un e-commerçant ici, jardinage, enfin en tout cas sur l'environnement, équipement jardin de la maison, où on a ajouté 45 articles, et tu vois ici 72% d'augmentation de son trafic derrière, partie e-com et puis partie blog. Ouais, super, on voit vraiment la différence en tout cas en termes de trafic. Je pense que c'est vraiment le truc le plus important. Je pense, enfin en tout cas quand on connaît pas trop le SEO, on se dit tiens, on va monter en blog, on va créer du contenu. C'est peut-être le premier réflexe qu'on peut avoir, quoi. Là on voit aussi qu'il faut bien le faire avec les bons maillages. Juste pour donner un parallèle, nous on avait vu un client qui avait un gros blog, mais il avait vraiment des problèmes de conversion parce que justement le blog partait un peu dans tous les sens, et le trafic qui arrivait sur le blog, même s'il y avait une énorme audience, ne convertissait pas sur sa boutique. Et nous, même finalement en paid, quand on utilise l'audience parfois organique pour créer des audiences en paid, n'était pas très intéressant parce que finalement donc on excluait même le blog de nos audiences parce que c'était pas qualifié. Donc c'est dommage, alors que ça devrait être l'inverse en tout cas. Hyper intéressant. Je crois qu'on a une deuxième astuce si ça te convient. Internationalisation du SEO. Alors là, j'aimerais bien que tu m'expliques. Là, l'idée, c'était donc ça. Je vais partir de la problématique client ici. Ça pourra parler à, je pense, pas mal d'e-commerçants dans ce cas précis. C'était un site français qui marchait très bien, e-commerce dans la pièce détachée, donc qui fonctionnait très très bien en France. On a travaillé la partie française. Voilà, là par exemple, tu vois une augmentation. On a dû monter à plus que ça là encore dernièrement, mais en tout cas plusieurs dizaines de points de pourcentage de croissance sur la partie française. Et puis derrière, la question de l'internationalisation, c'est-à-dire bien ouvrir le site à la vente dans d'autres pays, c'est posé. Et ici, ça peut être vu comme, tu vois, quelque chose de magique. Tu te dis, je vais dupliquer mon site à l'étranger et ça va être incroyable, on va faire autant de ventes qu'on en fait en France. Si ça se passait comme ça serait génial, mais ça marche pas comme ça. Et tu peux voir aussi des énormes sociétés essayer aussi et se casser la figure. Il y a plein d'exemples depuis ces 10 dernières années qui ont essayé, et c'est pas aussi facile parce qu'effectivement, il y a plein de subtilités. Cependant, il y a une absolue réalité, c'est que si tu mets presque autant de moyens, allez, on va dire un petit peu moins de moyens, mais quand même que tu mets de l'énergie et de l'investissement dans des langues, l'ouverture de marchés étrangers via le SEO en l'occurrence ici, tu peux capitaliser sur l'effort que tu as fait en France. Ça, c'est une absolue réalité, c'est que tu peux quand même avoir un démarrage qui est pas celui. Si tu avais lancé un site en Italie, ce serait pas la même chose si tu n'avais pas eu le background de ton site français. Donc, pourquoi ? Parce que cet effort d'optimisation, il est vraiment SEO, il est moindre, tout simplement, suivant la technique que tu vas utiliser. Mais la réalité absolue, c'est que tes études de mots-clés, en vrai, elles sont
en général à 70-80% OK. Tout simplement parce que en Europe, en l'occurrence, on va quand même avoir une tendance à rechercher légèrement, en tout cas en grande partie, pardon, de la même façon. Tu vas avoir une structure de son si technique, tu vas avoir une arborescence qui normalement va convenir déjà. Tu auras déjà capitalisé sur tout un tas de choses au lancement qui sont très lourdes et très coûteuses, mais tu auras déjà capitalisé là-dessus. Et puis aussi, potentiellement, la pénétration sur des marchés moins concurrentiels. On peut qualifier le marché français de troisième marché européen après le UK et l'Allemagne. Alors il y a des subtilités, hein, mais au global, le web, voilà, on va se qualifier de troisième marché. Et donc aujourd'hui, si tu vas en Italie, en Espagne, au Portugal, il y a quand même des millions de personnes à toucher. Il y a quand même des paniers moyens qui restent intéressants, même si en général, le pouvoir d'achat est quand même légèrement moindre. Mais tout de même, tu as une ouverture de marché où il y a beaucoup moins de concurrence, très souvent. Et ça nous intéresse parce que si on fait moins d'efforts pour vendre autant, le ROI derrière, il va être gagnant, mais ça reste pas magique. Il ne suffira pas de traduire son site. Pourquoi ? Parce que d'une part, il va avoir un choix stratégique. Est-ce que ton site aujourd'hui, qui est par exemple un .com, eh bien, est-ce que tu vas en faire un .com/ES/DE/UK, par exemple, EEN? En tout cas, est-ce que tu vas capitaliser sur le nom de domaine que tu as déjà créé? En général, ça, donc le site français, ça, c'est la technique qui permet en général de capitaliser le plus. Parce que tu as déjà un site qui a de l'historique, un site qui a du backlinks, et donc du coup, tu as tout de même cette confiance auprès du robot, même si évidemment, elle ne se répercutera pas au même niveau, parce que quand tu vas ouvrir un site en Espagne, Google va pas se dire « Ah tiens, ce site-là a cette autorité comme en France ». Non, mais il a quand même de l'autorité, donc ça c'est intéressant. Tu peux aussi ouvrir un sous-domaine qui est le deuxième choix, où tu capitalises un peu moins, mais quand même, hein, donc le sous-domaine es.monnomdedomaine.com, en.monnomdedomaine.com, et puis enfin, tu as le domaine externe qui est la solution souvent la plus complexe parce que tu repars un peu de zéro ici. Ok, tu as capitalisé sur la partie technique où tu peux un peu dupliquer ta base de données, tes fichiers FTP, etc. Mais derrière, tu auras quand même un nouveau site, et Google, le nouveau site, pour lui, il est complètement nouveau, il n'aura pas l'autorité de ton nom de domaine de départ français. Tu peux traduire, la traduction c'est souvent un point clé. Il y a quand même des outils aujourd'hui, hein, on peut parler de DeepL qui est le plus connu, qui fonctionne très bien en automatique. Les API sont pas données, mais quand même, hein, ça reste bien moins cher que de partir au départ avec une 100% traduction humaine. En général, nous, ce qu'on fait, on part sur une traduction automatique et puis derrière, correction par un traducteur. De cette façon, tu gagnes énormément en investissement et la qualité du rendu final, elle est plutôt bonne. Évidemment, attention aux subtilités mots-clés. Il ne suffira pas, les mots-clés, tu dois pas les traduire en DeepL, hein. Là, tu dois faire tes études de mots-clés tout de même en amont. En Allemagne, comment on appelle, on va reparler des skis enfants. Bien, tu dois peut-être qu'il y a une subtilité dans la linguistique, grammaticale, ou une façon de rechercher qui va être différente. Attention. Tu vois ici à droite, donc là on a vraiment tous les chiffres, on voit des augmentations, hein. Janvier 2022, octobre 2022 à janvier 2023, octobre 2023, tu vois des super augmentations là, en sachant qu'on a lancé en 2021 la partie étrangère, mais tu vois des grosses augmentations tout de même sur la partie internationale, Italie, Espagne ou Portugal. Par contre, si tu regardes le chiffre d'affaires, ça reste cohérent, mais on est très loin de ce qu'on pourrait faire avec ce trafic-là. Quand tu vois 300 000 visites, 2 millions 6 de chiffre d'affaires, et quand tu vois quasiment 80 000 visites et seulement 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu te dis, il y a un problème. Et effectivement, ici, le problème, c'est que tout de même, il y a des subtilités de livraison, des subtilités de mode de paiement. Si tu ne les proposes pas dans certains pays, ça ne marchera jamais. Et aussi la sensibilité à bien essayer de mettre parfois une petite équipe native, hein, quitte à mettre des freelances au départ parfois, mais avec un vrai natif derrière qui gère, ça change tout aussi en service client. Et puis dans les subtilités du site, on a toujours des subtilités de pays en pays. Ça peut être intéressant de monter une toute petite équipe, pas trop coûteuse, pour gérer chaque pays. Oui, c'est pas juste faire de la traduction, il y a un véritable go-to-market avec une vraie stratégie, une vraie analyse, du vrai marketing à faire pour chaque pays. Et ça, souvent, on fait aussi, je pense que beaucoup font avec leurs moyens et essayent de tenter l'internationalisation en traduisant simplement. Mais c'est vrai que nous, on peut aussi le voir en paid. C'est très facile de se dire, tiens, je me lance aux États-Unis. Je pense que les États-Unis, c'est vraiment l'exemple le pire chez nous. Tu as des clients qui vont dire, tiens, on va traduire en anglais, on se lance aux États-Unis. En fait, ça marche pas.
il faut vraiment une vraie stratégie derrière, quoi, pas juste traduire. Mais tu vois ici, ça, voilà, sur cette période de 10 mois comparative, voilà, on est environ 350, 400 k, quasiment un peu plus de 400 k tout de même de chiffre d'affaires, et bien sûr la partie internationale, voilà, un peu plus de 10% tout de même. Donc il y a quand même un bon départ qui finalement est très héroïste parce que le coût n'a pas été si énorme, on a été assez malin, mais attention ici, ça reste un marché de niche, il y a des beaux volumes de visites, des beaux volumes de chiffre d'affaires, mais la réalité, c'est qu'il y a certains marchés qui sont aussi très concurrentiels. Là, c'était un peu moins le cas. Donc, ça s'est quand même bien passé au départ sans faire trop d'efforts. J'ajouterais qu'il faut quand même des backlinks natifs. On parlait de ces fameux liens hypertextes externes qui pointent vers notre site e-commerce, là en l'occurrence. Eh bien, on a besoin de donner une couleur native à l'autorité. Donc, on va aussi aller faire un travail de netlinking à l'étranger pour gagner de plus en plus de légitimité sur notre sous-domaine ou répertoire ou domaine externe de la langue et du pays en question. Et puis quelques réglages techniques, ça c'est très basique, il suffit de taper internationalisation SEO, honnêtement il y en a assez peu, il y a quelques subtilités mais ça reste des très grands basiques, c'est pas ça qui fera l'énorme différence pour le coup. Hyper intéressant, tu m'as un peu eu avec le terme internationalisation que j'arrive pas à dire, mais je vais m'entraîner pour la prochaine vidéo, je vous promets. Je crois que tu avais une deuxième slide qui parlait de ça. Ouais. C'est ça, c'est juste pour, voilà, tu vois les chiffres un petit peu ici en termes de clics sur les 16 derniers mois, en l'occurrence ici. Donc on voit l'Italie, l'Espagne, le Portugal, c'est plutôt logique, mais tu vois un marché comme l'Allemagne qui est bien plus concurrentiel, tu vois on a un peu plus de mal, tout simplement parce que comme j'ai préconisé qu'il fallait mettre autant d'efforts que la France, mais la réalité c'est que en général, en tant que chef d'entreprise côté e-commerce, l'annonceur va se dire je continue à investir là où je gagne le plus, mais petit à petit, mine de rien, tu construis un écosystème international, ça c'est vraiment le cas de le dire ici, il y a quand même des belles visites sur l'Italie, l'Espagne, le Portugal et puis l'Allemagne qui commencent tout doucement à arriver, et ça te permet de faire quand même grossir la part du gâteau en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices potentiellement derrière. Et ici, tu vois, quand on a lancé l'international, vraiment en un mois, alors en réalité, on a poussé l'indexation ici là. En 2000, voilà, et direct, tu vois tout de suite, dès qu'il y a de l'indexation, on prend des positions partout, on a vraiment réussi à capitaliser là-dessus. Et sur ce client-là, typiquement, parce que c'est vrai que ça, c'est une question qui me revient souvent, en tout cas que je me pose souvent, c'est ce que tu as répondu au début, le .com ou le .fr, il y a une vraie question stratégique. Là, en l'occurrence, vous avez pris quoi comme décision? C'était plutôt un site .com.fr? Ouais, répertoire. Directement, donc .com/fr. Il n'y a pas eu de débat parce qu'on voulait vraiment essayer un quick win, tu vois, ok, on investit X euros et X temps dans le projet, 3 mois, 4 mois au départ, parce que mine de rien, il y a quand même du dev, faut gérer l'admin faut gérer les devises, enfin, il y a potentiellement des choses comme ça. Là, en l'occurrence, les devises, elles sont en euros. Mais il y a quand même quelques réglages, le transport, les modes de paiement, mine de rien, il y a eu un peu de boulot au départ côté technique. Et puis derrière, on s'est dit, on va essayer. En vrai, on n'a pas grand-chose à perdre, même si, attention, le fait de multiplier par 5, 6 le nombre de pages de son site peut être quelque chose de risqué. Ça peut arriver. Il faut quand même que le site ait un tout petit peu d'épaule. J'allais dire, si tu as quelque chose à perdre, si tu lances un site, si tu veux le lancer en 6 langues au départ, allons-y, j'ai envie de dire. Mais par contre, si tu as déjà un beau site français qui fonctionne très bien, il faut quand même avoir une expertise SEO derrière ou une expertise globale webmark pour se dire, ok, qu'est-ce que j'ai à perdre, qu'est-ce que j'ai à gagner, et faisons les choses bien. Tu peux aussi ouvrir qu'une partie de ton site parfois, ça peut être intelligent de se dire, voilà, sur cette partie, on a 80% de nos pages, mais qui nous rapportent que 20% en France. Bon, celle-là, on les met de côté au départ, et on fait comme ce qui marche, le 20-80, mais le 20% en France qui marche très bien. Voilà, ça peut être aussi une strat. On va passer à la troisième astuce, oui. Et on en a pas mal parlé en introduction notamment, enfin pas mal, on l'a évoqué en tout cas, c'est les backlinks, et là en l'occurrence les backlinks URL internes cette fois-ci. Exactement. Donc, c'est des liens hypertextes qui sont dans le code source, évidemment sur les pages d'autres sites sur le web. Ça peut être un super média au sens autorité, comme Le Parisien, par exemple, comme BFM TV, qui est un gros site comme Libération. En tout cas, j'ai pas de jugement de valeur sur les choix que je vous ai cités, mais en tout cas, des gros médias qui ont une très grosse force, parce que ils font des millions de visites, parce qu'ils ont eux-mêmes des dizaines de milliers de backlinks, donc ils vont vous donner de l'autorité. Google va se dire,
ok, ce site-là, e-commerce, il a un lien sur tel site, sur tel site, sur tel site, oula, il est populaire, il commence à être populaire, et donc du coup, eh bien, je vais lui amener de la légitimité en me faisant gagner des positions. Mais aujourd'hui, en tout cas, on a toujours vu, souvent on pense backlinks, page d'accueil. C'est un peu mathématique parce que c'est la page d'accueil qui reçoit le plus de backlinks. Mais en réalité, une stratégie de backlinks, ça se travaille surtout, j'ai envie de dire, sur les URL internes. Aujourd'hui, on a un e-commerce qui vend du prêt-à-porter, mais aussi de la maroquinerie et des chaussures. Eh bien, s'il a envie de pousser les chaussures, il va évidemment falloir que ces catégories, sous-catégories, voire parfois fiches produits, voire parfois articles de blog, reçoivent elles aussi de l'autorité pour que Google favorise ces URL précisément. Un site internet est composé de plusieurs pages et Google analyse. Il y a une grande partie de l'analyse qui est faite indépendamment sur la page en question et pas forcément avec la prise en compte de l'environnement global de 100% des pages. C'est pour ça que quand on envoie du backlinks sur une page, c'est elle qui reçoit toute la puissance et ensuite elle va la diffuser via le maillage interne. Mais celle qui recevra le plus de puissance, donc potentiellement d'autorité, de légitimité et d'augmentation de position, c'est vraiment la page sur laquelle vous allez envoyer le lien. Après, il va être dilué et envoyé de moins en moins d'autorité, plus on sera loin de la page en question qui a reçu le lien. Donc il y a un effet vraiment booster de l'URL linkée. Et puis évidemment, c'est ce que je viens de dire, un effet booster global tout de même. Plus les pages sont proches de la page qui a reçu le lien, plus elles-mêmes aussi bénéficieront finalement de ce gain d'autorité et de légitimité. L'intérêt, c'est toujours de prioriser aujourd'hui la qualité à la quantité. Ça fait des années qu'on l'entend, mais encore plus aujourd'hui depuis, 2 ans, où tu vois que le backlinks, ce n'est plus comme avant. Vraiment, pour en faire des milliers à l'année, on voit vraiment un effet booster tout de même assez moindre qu'avant. J'ai une question, est-ce que ça peut avoir justement quand c'est un site qui est pas très bien référencé ou qui a pas une bonne autorité ou pas malveillant, mais en tout cas qui est pas très bien vu d'un point de vue Google, est-ce que ça peut avoir l'effet inverse au fait que ça dégrade finalement notre qualité SEO plutôt que ça l'améliore quoi? Majoritairement, ça aura plutôt un effet obsolète. C'est-à-dire que Google, s'il va considérer que le site sur lequel tu as fait le lien et aujourd'hui, comment on pourrait le qualifier de mauvais via ses métriques à lui, c'est que les caractéristiques, il y en a des dizaines en réalité, mais il va plutôt te rendre obsolète le lien. Et donc, tu vas l'avoir payé ou payer ton temps et de l'argent potentiellement, plus potentiellement un prestataire pour finalement qu'il n'ait plus aucun intérêt parce que soit le lien va être désindexé, soit vraiment tu vas avoir une pondération, en quelque sorte un déclassement de ce lien-là et il va plus avoir d'intérêt. Tu peux potentiellement avoir de la pénalité. Vraiment, ton site, lui, peut chuter à cause des liens, mais ça sera plutôt dans le cas de stratégies plutôt quantitatives. Voilà, si tu commences à appuyer un peu trop sur le curseur, on parle de 20, 30, 40, 50 liens, et puis évidemment, si t'en fais des centaines ou des milliers par jour ou par mois, la question ne se pose même pas. Hein. Tu exagères. Okay. Tu n'es pas naturel. En fait, il faut essayer d'être... Le lien est déconseillé. Alors, interdit, le mot est fort, mais oui, c'est absolument pas conseillé par Google. L'idée de Google, c'est que naturellement, ton contenu est tellement intéressant qu'il va tu vas naturellement, des sites vont te faire des liens. Mais dans la réalité des choses, toi, en tant que e-commerçant, tu veux du business le plus rapidement possible et tu veux accélérer les choses et tout le monde le fait. Donc, c'est pas le problème de la France, mais c'est la réalité de la France. On a un marché très backlink. Hein, et c'est pas une anomalie statistique, mais presque. En tout cas, on est vraiment très, très, très auto-centré sur le backlink parce qu'on voit un vrai effet levier qui existe vraiment encore. Et donc, du coup, tu as un marché très dynamique où les autres annonceurs, tes concurrents e-commerçants, ils vont aussi en faire. Et donc, du coup, t'as pas le choix et tu vas aussi en faire, mais essayez toujours de prioriser cette qualité qui passe par la thématique, qui passe par la diversité de ton profil de lien. Tu vas pas faire toujours la même chose. Tu essayes de diversifier la typologie de site où tu vas faire des liens. Tu évites les PBN, donc Private Blog Network, donc les sites faits pour faire des liens. Tu vois, typiquement à l'achat, aux alentours de 10 à 100 €, tu vas avoir un nombre de sites qui sont créés par des SEO pour vendre des liens. Et bien ça, aujourd'hui, même si j'ai fait partie de cet écosystème, aujourd'hui, je le déconseille tout simplement parce qu'un article égale un lien sortant et à un moment Google, c'est assez simple de voir que ce site-là est fait que pour envoyer du backlinks à d'autres sites et la pondération, plutôt le rendant ces sites obsolètes en termes de jus de lien, de puissance, elle est souvent véridique. Tu vois aussi une très grosse baisse des indexations de ces pages. Un lien pas indexé,
est un lien qui ne compte pas. Donc évidemment, toi, tu as besoin d'un site qualitatif. Bien sûr, ouais. Quand je dis vrai site, en fait, c'est même un site qui fait 2000 ou 1500 visites, mais qui traite de ta thématique, qui est fait par une vraie personne qui met du sien, tu vois, qui lui donne de l'amour, comme on dit. Eh bien, là, il y a du sens. Il y a vraiment du sens à aller chercher ce petit site qui peut parfois te donner plus de légitimité qu'un plus gros, mais qui est complètement hors sol avec ta thématique, qui est complètement hors sol finalement avec la logique des choses. Voilà, faut essayer d'être assez logique, même si c'est facile à dire, hein. En réalité, C'est plutôt rassurant, je dirais, pour le consommateur, avec quelque chose qui est quand même plutôt cohérent, plutôt de qualité, on tend là-dessus, quoi. C'est ça. Ça n'empêche pas que, évidemment, il reste encore des techniques qu'on peut qualifier un peu ninja, très développées. Il y a plein de SEO aujourd'hui ou d'agences. C'est souvent plutôt des profils uniques, un freelance qui vont le faire, ou des petites agences, mais qui font ça très très bien. On peut encore avoir des sites faits pour le SEO, mais on va préférer avoir un PBN, comme je le disais tout à l'heure, Private Block Network, mais à soi. Typiquement, on peut conseiller à un client d'acheter des sites lui-même et de les créer pour lui, pour enrichir son propre site e-commerce avec on va dire des blogs entre guillemets tout autour de son propre écosystème. Voilà, et c'est site satellite exactement. Et si c'est bien fait, ça peut être vraiment très 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 puissant. Tu vois, j'auditais un prospect avant-hier en millions de visites, un gros site e-commerce en l'occurrence, qui a un PBN de 50 sites. Et donc, dans le pré-audit, tu lui dis, OK, il est plutôt bien fait sur le papier, mais en réalité, quand tu ouvres le capot, tu vois quand l'agence qui l'a fait derrière, a acheté des noms de domaine neufs, et puis a mis 5-6 backlinks à 10 euros, et s'est arrêté là. Mais en fait, c'est trop dommage parce que ils ont fait 90% du travail et il reste l'autorité super quali à envoyer. Il suffit pas d'acheter des noms de domaine, de créer 10 articles et de dire c'est bon, j'ai un PBN, j'ai des sites satellites. Non, il faut essayer de leur redonner un peu d'amour aussi à ces sites satellites. Voilà, et ça coûte du temps et de l'argent, c'est toujours pareil. C'est une vraie réalité, mais qui peut être très héroïste derrière. Et en plus, tu maîtrises tes liens. T'as pas peur qu'ils disparaissent, ces liens-là, c'est les tiens. Et ça, c'est quelque chose qui a de la vraie valeur et où tu peux capitaliser à terme. Voilà. Et puis, là, j'ai parlé beaucoup d'achat ou de création un peu obscure, mais évidemment, il faut utiliser ces leviers marketing. Si tu as un service qui fait du RP, par exemple, relation presse, ou que toi, t'en fais, t'as ton petit e-commerce qui tourne bien, mais c'est encore, voilà, ou même une stagiaire, un alternant. On n'est pas forcément une énorme société pour faire du RP, mais tu peux être malin. Tu peux proposer, des communiqués de presse, tu peux proposer des choses à des journalistes, tu les trouves sur Twitter, tu peux encore faire les petites mains, c'est complètement possible. Et tu peux, si tu apportes une information intéressante, tu peux espérer encore aller chercher du lien très qualitatif pour peu cher. C'est plutôt le temps ici qui va être coûteux. Si tu fais de l'affiliation, tous tes partenaires affiliés, tu peux négocier un lien tout de même, un article qui parle de toi, avec un lien qui n'est pas nofollow, avec un lien qui compte. Tes partenariats commerciaux, si tu as beaucoup de partenariats commerciaux qui ont ou des clients ou des partenaires qui ont des sites internet, pourquoi pas se faire un échange de liens, c'est complètement possible. Et puis derrière, si tu as des produits, tu as un e-commerce, pourquoi ne pas offrir ça à un blogueur, un test produit tout simplement. Pourquoi pas faire de l'influence si elles ont encore des blogs, les influenceuses par exemple, ou les influenceurs. Donc il y a encore plein de manières. Ici je parle des manières classiques, et il y a encore des manières plus ninja, mais l'idée c'est plutôt de rentrer sur des choses qui sont plutôt cohérentes. Et du coup, de bien penser pour revenir sur les URL internes. Par exemple, si on fait un article de blog de presse, un article de presse avec des RP, de donner plutôt une URL interne qui est peut-être un produit qu'on vient de lancer, plutôt sa fiche produit typiquement, que en fait le lien qui de manière très concrète qui renvoie sur la page d'accueil. Donc c'est plutôt de travailler sur des liens internes là encore pour faire monter ces pages internes en autorité, quoi. Les catégories souvent. Dans les e-commerce, tu vois, le client au départ va te lister, ou nous, on va lui préconiser. Après, il y a la notion business et puis la notion SEO concurrentielle. Mais tu vas préconiser et décider 10 URL, par exemple, à travailler. Bon, OK, on fait par exemple 2 backlinks par URL par mois, ou un backlinks. En tout cas, il faut plutôt voir à long terme, c'est ce que je dis là, ne pas faire de start and stop. Ça, c'est très important. Il faut pas que tu donnes tout, tu investis tout pendant 3 mois et puis derrière, OK, ça a pas marché, pas assez marché, on arrête. C'est surtout ce qu'il faut pas faire, et même si ça a très bien marché, il vaut mieux faire moins sur plus longtemps. C'est vraiment très 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 important. Le start and stop, on l'a vu dernièrement, peut être vraiment déceptif, et tu peux avoir une URL qui a super bien monté, qui se casse la figure. Voilà, évidemment. Donc d'être régulier, c'est vraiment la clé.
Voilà, c'est ça, linker vos propres backlinks, hein. Tu peux aussi ce qu'on appelle des T2, t'as acheté un super backlink RP, en fait cette page-là, même si c'est sur un gros média français, elle va se retrouver au fin fond du site, hein, très rapidement. Il y a tellement de nouvelles actus et ton lien, il va de plus en plus s'épuiser, il va être moins bon parce que lui-même aura moins de jus dans le site du média. Et donc du coup, ce que tu fais, c'est que tu peux renvoyer quelques petits backlinks pas trop chers ou que en ta possession sur ce lien en question, en tout cas sur l'article qui t'a fait le lien. Donc tu vas faire des backlinks pour quelqu'un d'autre, mais en fait c'est pour toi parce que tu vas évidemment linker la page sur laquelle ton lien hypertexte a été fait. Et puis monitorer la suppression et l'indexation des liens que vous réalisez, quel que soit le type en achat ou en négociation, parce que voilà, on voit rapidement 20%, 30% au bout d'un an potentiellement s'évanouir et disparaître dans la nature. D'avoir un bon suivi, quoi. Il faut avoir un bon suivi et tu vois ici un e-commerçant dans le domaine de l'ameublement maison et tu vois des positions qu'on voit ici à l'écran sur 24 mois avec plus de 100 backlinks sur 24 mois, donc une petite dizaine sur 12 URL. Donc là, beaucoup d'URL, assez peu de backlinks entre guillemets, mais il y a quand même eu un vrai effet levier parce que les URL elles étaient elles-mêmes liées entre elles, donc tout ce que tu apportais en backlinks, en autorité, voilà, t'arrivais à capitaliser là-dessus, puis sur des bons mots-clés, hein, tu vois, des top 3, des top 2 avec des volumes en milliers de recherches, et surtout, ici, c'est que des mots-clés e-commerce, 100%. Donc là, il y a un business vraiment supplémentaire, hein, tu vois ici. C'est très héroïque, ouais. C'est très héroïste en termes de trafic, ça nous a amené à plus 54%. Et puis, il reste encore plein de choses à faire, hein, parce qu'on voit ici plus de 30%, 1 million d'impressions supplémentaires. Donc, il y a du clic à aller chercher. Et puis, voilà, on est passé grosso modo de 250 à 500 clics journaliers. Voilà. Donc, ici, quelque chose qui a été pour le coup héroïste. Super cas, en tout cas, c'est bien d'avoir un exemple comme ça associé. On va passer à la 4e astuce et cette fois-ci, on va parler de filtres à facettes SEO. Je crois que c'est une des premières astuces dont tu m'avais parlé lors de notre premier entretien en off. Cette fois-ci, tu vas m'expliquer tout ça. Pas de problème. Oui, elle est souvent très minorée parce qu'un petit peu compliquée potentiellement à mettre en place, mais elle peut être vraiment game changer. Ça peut vraiment être un avant-après. Donc grosso modo, les filtres à facettes, c'est le filtre que vous voyez souvent à gauche ou en haut des listings catégories et qui sert à l'internaute tout simplement à choisir une marque, une couleur, une taille, voilà, un litrage pour un sac à dos, tout ce qui fait que l'internaute pourra plus simplement présélectionner, suivant des caractéristiques, des produits dans un listing catégorie. En général, dans 90% des cas, encore je m'avance sur un chiffre, mais dans la majorité des cas, ces filtres à facettes sont inexploités en référencement naturel, c'est-à-dire qu'on ne les montre pas à Google. Ces pages-là, il n'y a que les internautes qui les voient et Google, lui, il n'arrive pas à aller à l'intérieur. Il n'arrive pas à aller les lire parce qu'on lui dit Google ne va pas les lire. Il y en a des milliers et des milliers sur mon site. Elles ne sont pas optimisées. C'est pour mon internaute. Et ça, Google le comprend très bien, ça pose aucun problème. Ce qui poserait problème, c'est de ne pas les travailler et de lui montrer. Ça peut être dévastateur, faut faire très attention à ça. Mais je le vois vraiment de moins en moins, pour le coup, parce que les CMS, les thèmes, les développeurs sont quand même assez éduqués sur la chose. Voilà. Cependant, il y a quelque chose qui manque, c'est qu'en fait, on pourrait énormément les exploiter, ces filtres à facettes. Ici, je mets un exemple. C'est plutôt un manque à gagner, quoi. C'est plutôt un manque à gagner, exactement. Et ça peut être un effet levier énorme. Pour le coup, vraiment, ça peut être très, très, très intéressant. Du coup, tu te dis aujourd'hui, j'ai une page, on va parler ici des casques, par exemple. J'ai pris un site au hasard sur le web, mais qui le fait, pour le coup. Un des leaders, d'ailleurs, dans ce secteur-là de l'équipement moto. Tu arrives dans la catégorie casque intégral. Tu as la possibilité, par exemple, de filtrer sur le casque intégral Arai, qui est une marque. Et en l'occurrence, ici, en général, tu cliques, l'internaute, il clique, il se passe, ça va filtrer que les casques Arai dans la sélection. Mais là, en réalité, tu arrives, quand tu cliques, sur une nouvelle page. Et cette page-là, Google aussi la voit. Et cette page va vraiment être optimisée pour les casques intégraux, Arai. Et donc, du coup, tu as une nouvelle requête potentielle. Alors, vous allez me dire, oui, mais Marvin, des pages marques, j'en ai déjà. Oui, mais en fait, si Arai
fait des casques, des bottes, ce qui n'est pas le cas, mais c'est le cas de plein d'autres marques, fait des casques, des bottes et des blousons, ben la page marque, en fait, elle travaille quoi? Elle peut pas travailler ces 3 termes plus la marque Arai. Donc du coup, là, il y a un intérêt de créer une page dédiée qui va croiser la catégorie casque intégral et croiser la marque ici Arai. Mais on peut aussi, par exemple, on a travaillé dans la lingerie, eh bien on a croisé certes les marques, mais par exemple les tailles de bonnets, ça paraît bête, hein, B, C, D. Tu vas me dire, mais Marvin, il n'y a pas de recherche là-dessus. Pas si, il y en a des centaines par mois. Et donc du coup, pourquoi pas avoir les pages vu qu'on a les produits qui correspondent parfaitement et que le filtre pour l'internaute est déjà présent. Donc voilà, ouvrir, eh bien ici tout un tas de pages où on va croiser eh bien catégorie et filtre à facettes. On peut même créer des filtres à facettes pour le SEO. Hein, il y a aussi un intérêt. On se dit en fait, s'il y a beaucoup de recherches ou même quelques recherches, c'est qu'il y a un intérêt pour l'internaute. Donc en fait, on l'a oublié. Pourquoi ne pas le mettre aussi pour l'internaute et donc aussi pour Google. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de maximiser eh bien, ce qui est déjà en place sur le site, parce que c'est souvent le cas, de se servir de ça, hein, parce que chaque fiche produit a un attribut marque, chaque fiche produit a un attribut taille, on peut imaginer, couleur, hein, dans la robe par exemple, le robe plus couleur marche bien, la lingerie aussi également. Et bien là, tu as vraiment un énorme intérêt à montrer ces pages à Google. Par contre, attention, il faut le faire de la bonne façon, parce que sinon, ça peut être vraiment ultra contre-productif. Donc la concurrence est plus faible, la conversion est maximisée, parce que tu vas viser des requêtes vraiment très précises, et bah plus tu es précis dans une requête, plus elle est long train, comme on dit, plus bah, l'acte d'achat est normalement très proche. Si tu proposes quelque chose parfaitement, ce qui correspond parfaitement, qui n'est pas générique à l'internaute, ben, il est très proche de l'achat. Et puis attention, c'est très sensible à la casse, c'est ce que je disais, je vais le rappeler juste après. Et ici, voilà, pour un client, tu vois, on l'a mis en place sur énormément de filtres, hein, là vraiment, pour le coup, des centaines, mais plutôt des milliers de pages, parce que c'est un gros e-commerce. Il en avait très peu, ça en fait, c'était des erreurs où Google arrivait à les voir, mais qui n'étaient pas optimisées. Et puis derrière, tu vois, ça passe à 500 visites quasiment immédiatement, ça rebaisse un peu. Là, on a eu un problème à l'indexation, ça, on apprend aussi, mine de rien, avec le temps. On a été un peu trop fort. En gros, on a proposé beaucoup trop de pages au robot trop vite et on aurait dû plutôt le faire sur quelques semaines. Ça aurait été un peu plus intelligent, surtout à ce moment-là où l'indexation et Google, c'était pas ça. Et puis, voilà, au fil du temps, tu vois une légère augmentation. Attention, il y a de la saisonnalité sur cette thématique. Mais derrière, là, tu vois, à la rentrée sur le printemps, ça explose entre 800 et 1000 visites par jour. Et là, c'est vraiment, attention, c'est uniquement les visites de cette typologie de page. Hein. C'est pas les visites globales du site. Donc, c'est filtré justement sur ces filtres à facettes. Quoi. Sur ces filtres à facettes, parce qu'évidemment, ce client faisait pas 0 au départ, il doit faire 200 000, quelque chose comme ça, pour le coup. Donc là, il y a un intérêt, et puis là, il nous manque encore plein de pages, il y a encore un gros travail à faire, parce que évidemment, ces pages-là, tu dois les travailler. Tu dois pas simplement dire à Google, regarde la page, cette page-là, elle doit être optimisée. Donc évidemment, le tri des produits, il est fait nativement, mais derrière, un title, un H1, pourquoi pas du contenu, du maillage interne, pourquoi pas dans le contenu de la page filtrée SEO. Donc ça peut être intéressant. Tu as des modules qui existent. Pour PrestaShop, par exemple, Advanced Search fait à 80% le travail. Il y a une petite surcouche de 20% de dev pour qu'il soit parfait. Ou sinon, tu peux développer ça maison. Mais attention, c'est un gros chantier à développer, notamment pour des e-commerce qui sont un peu lourds. C'est des projets à plusieurs mois en général. Mais si vous avez un CMS, il y a toujours un CMS avec une petite surcouche de dev qui a déjà préfait énormément le travail et c'est pas si coûteux que ça. Voilà. Ça peut être quelques milliers d'euros tout de même, hein, attention. Ou alors, si on essaye de trouver au moins cher, c'est toujours possible. L'idée, c'est d'avoir une préco, un cahier des charges pour le développeur. Puis derrière, ça se passe bien en général tout de même. On a le choix des filtres et attributs parce que, imaginons, Arai fait que des casques. Donc là, ce que j'ai dit tout à l'heure, on crée pas de filtre parce qu'on a déjà une page marque. Hein, tu sais, les sites e-commerce ont souvent eu des pages marques déjà préfaites. Donc, la page marque d'Arai, c'est casque Arai. On en reste là. Par contre, on peut dire, donc Arai, Google va pas voir Arai, casque intégral Arai, mais par contre va voir casque intégral Bell parce que Bell fait aussi des gants, donc je peux pas avoir de page marque dédiée à plusieurs mots-clés, alors j'utilise des filtres à facettes. L'idée c'est vraiment un énorme Excel, tu croises catégorie, filtre à facettes et tu mets oui, non pour Google. Voilà, c'est vraiment l'idée. D'où l'intérêt du développement en amont, parce que derrière, tu fais pas ça qu'une fois, mine de rien, tu as des nouveaux produits qui arrivent, des nouveaux filtres qui arrivent, et à chaque fois, il faut quand même monitorer tout ça. Attention à la cannibalisation, c'est un peu ce que je disais avec Arai. Est-ce que tu vas créer le filtre casque intégral Arai si tu as déjà une page marque qui est dédiée au casque intégral Arai? Pas forcément. Ta page marque, tu vas la cannibaliser, ça ne sert à rien. Attention à tes fiches produits, si tu ranques deuxième, premier avec une fiche produit, et que tu sais qu'elle peut durer 2-3 ans, cette fiche produit, parce que tu n'as pas un stock tournant, enfin du moins
des références produits qui tournent beaucoup, ben, est-ce qu'il y a un intérêt à aller challenger cette fiche produit? Pas vraiment, encore plus si tu en as peu des fiches produits. Ça, je crois que je l'ai pas marqué, pourtant c'est une des choses les plus importantes. N'ouvrez pas des filtres à facettes où il y a un produit, ça marche pas. Google déteste ça, ça peut marcher parfois, mais d'expérience, il vaut mieux quand même qu'il y ait voilà, quelques produits, au moins une ligne, deux lignes idéalement de produits. Voilà, attention aux sous-catégories et aux pages catégories, évidemment, qui existent déjà, à pas se cannibaliser. Et puis, hop, il y a une petite coquille sur livraison et mode de paiement, désolé. Sinon, personnalisation, title, H1, contenu, maillage, très important, évidemment, backlinks. Et puis, évidemment, on personnalise le title, le H1, le contenu, et on fait un super maillage entre ces pages, filtre, parce qu'elles aussi, finalement, elles rentrent vraiment comme toutes nos pages fiches produits ou catégories dans l'arborescence commerciale du site. En tout cas, je suis assez bluffé par cette astuce de filtre à facettes. Moi, je connaissais pour le coup pas du tout ça avant qu'on le voit ensemble. Merci. Et il y a évidemment une dernière astuce. Celle-ci m'intrigue aussi. Trafic externe et branding. Donc là, on va parler un peu branding aussi, a priori. Tu peux nous en dire plus ? Donc ça, je peux pas dire que c'est nouveau parce que ça existe tout de même depuis des années, mais en ce moment, c'est très d'actualité dans le SEO avec la sortie, je sais pas si tu as suivi l'actualité de différents documents issus de Google qui ont fuité, etc., ou notamment, le trafic externe qui arrive sur ton site, mais du trafic qui n'est ni de Google, ni de Google Ads, favoriserait ton positionnement. Ça a toujours été, alors il y a la grande rengaine depuis plus de 10 ans, quand on fait du Google Ads, mes positions SEO, donc je fais du SEA, mon SEO augmente. Ça, j'ai jamais cru, je l'ai jamais vu. Pourtant, j'en ai vu des sites et des grosses strates. Moi non plus. Moi non plus. Bon, ça tombe bien. Par contre, déjà il y a quelques années, l'influenceur Thibaut Garcia, qui a une société de blanchiment dentaire assez sérieuse. Vraiment, pour le coup, c'est sa propre société, il est associé, etc. Et à l'époque, je travaillais pour quelqu'un e-commerce qui vendait des solutions de blanchiment dentaire, et il me disait, je comprends pas, il a pas de backlinks, ce Thibaut Garcia qui a un site, je ne me rappelle plus du nom, il a pas de backlinks. Et pourtant, son site est très moyen et pourtant il est premier sur mes requêtes. Et donc on avait déjà l'idée qu'il avait des millions de followers, qu'il envoyait très certainement des dizaines de milliers de personnes sur son site à chaque fois qu'il y avait soit un influenceur, soit lui-même qui en parlait et qui finalement mettait en avant ses produits. Et on se disait, la logique, c'est la seule anomalie statistique qu'on trouve, c'est que lui, par rapport aux autres, ce qu'il a en plus, c'est une communauté incroyable. L'idée, c'est que à l'époque, on se disait, il en faut vraiment beaucoup. Tu vois, 200 visiteurs par jour en plus sur une page. À l'époque, on n'y croyait pas. Et sauf qu'en millions, pourquoi pas? En tout cas, en dizaines de milliers, pourquoi pas? Et puis là, il est arrivé depuis quelque temps dans la sphère SEO. Beaucoup parlent du trafic, achètent du trafic aussi. Tu vois, vont acheter du fake trafic pour faire des tests et voir si en achetant du trafic, est-ce que finalement, ma position va augmenter. Tu peux aussi le voir. Alors, je disais qu'il ne provient pas de Google SEO, mais c'est pas forcément vrai. Si aujourd'hui, toute ta communauté, Benjamin, tu lui dis, venez sur mon site via cette page, via ce mot-clé, aujourd'hui, et cliquez sur mon résultat à moi, même si je suis 10e, tu vas voir, ta position elle va augmenter immédiatement parce que Google va se dire, oula, la légitimité très actuelle, tu vois, très très sur le moment de ton site nécessite que je le mette en avant. Par contre, si le lendemain tu n'as plus de clics, le surlendemain, le surlendemain, à un moment donné, tu vas tout de même redescendre. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de travailler un marketing 360 parce que c'est une vraie réalité. Si tu envoies du trafic sur ton site via des canaux externes, ça va potentiellement amener une plus-value du ton travail SEO qu'on pourrait dire plus classique. Donc ça a triple intérêt, quadruple intérêt parce qu'évidemment, ces canaux t'amènent aussi des visiteurs qui peuvent acheter. En plus, ça t'en amène d'autres via le SEO. Il y a un intérêt majeur à prendre en compte cette data. Et puis tu as aussi, là on voit, c'est très actuel aussi, même si on en parle depuis quelques années, mais ça semble se vérifier si tu as une marque qui est associée à un mot-clé. Précisément. Typiquement, tu vois, si, je sais pas, on parle des aspirateurs, je te dis n'importe quoi, tu vas penser Dyson, peut-être. En tout cas, ça va peut-être rapidement, il y a des marques comme ça qui sont leaders sur leur marché et même parfois qui prennent même le nom générique. Donc, l'idée, c'est que Google va donner une plus-value là-dessus. Il va
te considérer comme un expert parce qu'ils voient que tu as un volume de recherche entre ta marque et ce mot-clé-là qui est énorme par rapport aux autres et il va le valoriser. C'est assez logique hein, finalement. C'est comme si tu demandes dans la rue à quelqu'un, tu penses à quelle marque quand je te dis ce produit-là. Google, il voit aussi que c'est la réalité et que les gens attendent finalement. C'est spontané, ils attendent ce résultat quand ils tapent le mot-clé générique. Là, on a un très très gros client dans une thématique qui est le leader du marché physique. C'est une absolue vérité. On a travaillé 3 mois. Paf, le site sort top 10 sur un mot-clé où on ne le mérite pas avec des datas intrinsèques SEO. Tu vois, backlinks, nombre de contenus, maillage, c'est pas assez. Il y en a encore trop de travail sur ce site. Mais en vrai, tout de suite, le site, il va pump top 10 parce que, tu as quelque chose de plus et de légitime aux yeux du robot. Donc, c'est très important. Aussi, ça, c'est pour les marques qui ne sont pas encore lancées sur le web. Il en reste, en vrai. Tu vois, qui sont très fortes dans le monde physique et qui se disent j'ai trop de retard sur le web, je me lance pas, ça va être des gros investissements, j'ai déjà un business qui marche très bien. Et bien en fait, si elles ont une portée nationale qui peut se vérifier via plein d'outils, hein, tout bêtement, le fameux SEMrush va te le donner, hein, c'est ce volume-là. Si tu es déjà présent sur les marketplaces, ben en fait, faire ton site en propre peut te permettre, si tu as une notoriété, tu peux gagner énormément de temps. Et bien, tu gagnes, c'est ce que j'allais dire. Tu gagnes en temps et en investissement. Ouais. C'est ça. Voilà, même si à un moment donné, il faudra quand même travailler, tu seras pas premier partout. Hein. C'est pas magique, mais ça rentre dans l'algorithme et on l'entendait trop peu avant, en vrai, pour le coup. Et ça nous amène à se dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'e-commerçants, de prospects notamment, qui arrivent et qui me demandent, Marvin, on veut faire du SEO. Alors, soit le SEO arrive dès le départ, soit le SEO arrive tout à la fin, parfois au milieu, mais tu sais, ça s'est fait un peu naturellement. Tu vois, il n'y a pas eu forcément une stratégie dictée il y a 10 ans, on fait comme ça, on reste comme ça, ou il y a 5 ans, ou il y a 3 ans. Et la réalité, c'est que quel que soit le moment où tu veux te lancer dans du webmark à fond, eh bien, dis-toi que le SEO, il pourra y gagner. Et ça, c'est bien parce que si tu as eu un gros passif réseaux sociaux, imaginons un gros passif dans le monde physique, un gros passif sur la partie marketplace, imaginons, ben tu peux capitaliser là-dessus, ce qui était un peu moins le cas avant, même s'il y a toujours évidemment des efforts à faire. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand tu fais du SEO, en fait, tu ne dois pas capitaliser que sur ton SEO, même s'il est mature, même s'il va évoluer et il évolue en ce sens-là. Tu dois vraiment avoir un écosystème global, mais c'est pas forcément mon métier, nous on est très très SEO, mais de facto, on est obligé de définir une stratégie où nous, on est une pièce du puzzle, mais il y a aussi la pièce, un côté social, la pièce commerce physique potentiellement, et tout ça, ça doit quand même graviter. On peut toujours se servir de tout ce 360 pour capitaliser. Tout est effectivement relié, je te rejoins à 100% là-dessus. Tous les leviers aujourd'hui, que ce soit le SEO, le paid, les RP, le physique, le digital, le social media, l'influence, en fait tout est relié et je pense à un moment donné, quand tous les éléments sont bien travaillés entre eux, en fait ça fait monter à chaque fois chaque levier. Donc le SEO va aider le paid va aider le SEO, etc. Et c'est vrai qu'au début, les marques, elles ont souvent quand elles commencent, les petites marques, je parle, elles ont souvent des choix à faire, des choix parfois qui sont plutôt dictés d'un point de vue budgétaire. De dire, tiens, est-ce que je mets d'abord le budget ici en SEO, d'abord le budget en paid, d'abord le budget en influence, etc., etc. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des vrais choix stratégiques au début qui sont plus liés à des opportunités peut-être plus grandes sur certains leviers que d'autres. Mais dans le meilleur des mondes, c'est une stratégie qui est très 360 et de toute façon, on le voit aujourd'hui chez des commerçants qui sont plus matures, qui sont plus gros, elles ont de toute façon tous ces leviers. Elles en ont pas oublié un. Il y a personne qui fait pas de SEO a priori quand tu as une taille d'entreprise d'e-commerce qui est assez grande, quoi, de toute façon. Exactement. Et il y a plein de prospects où je vais dire, je suis désolé, mais je peux pas vous accompagner parce que en fait, c'est pas du SEO que vous devez faire au départ avec un petit budget, parce que surtout sur des marchés concurrentiels, en fait, tu dois faire tellement d'efforts pour pénétrer le marché qu'en réalité, je repars de ces réseaux sociaux, mais aujourd'hui, tu montes c'est pas du tout ma spécialité, mais tu vas monter un profil et tu vas avoir vraiment une graine, tu vois, quelque chose de plus que les autres, tu vas proposer des formats différents, tu vas publier tous les jours. Ça te coûtera évidemment moins cher, ça te coûtera du temps et de la compétence, mais quand même, en SEO, il y a des tickets d'entrée à plusieurs centaines de milliers d'euros sur certains marchés, si ce n'est en millions. C'est une absolue réalité. Et tu pourras avoir quelques mots-clés de longue traîne, mais t'en vivras pas. Surtout si tu es très monoproduit ou que tu as
tu es très auto-centré sur une niche qui est concurrentielle, et il y en a, Dieu sait qu'il y en a. Et autant il y en a encore où tu peux complètement y aller, encore tu vois, un petit peu en tâtonnant, et ça fonctionne très bien parce que finalement, en faisant les choses normalement et correctement, ça va fonctionner. Mais voilà, comme tu le disais, le budget, mine de rien, au départ, ça drive D'où le choix. votre rôle aussi d'expert, de peut-être cette phase au début d'audit ou d'analyse C'est ça. sur un potentiel et se dire est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller, et si ça vaut le coup d'y aller, avec quel investissement pour quel potentiel résultat, parce que c'est toujours dur, je pense, d'avancer des résultats potentiels. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir cette transparence avec le client, de dire non, c'est peut-être pas pour toi, pas avec ce budget-là en tout cas, c'est peut-être pas le bon moment. Et finalement, c'est une preuve aussi de maturité au niveau de l'agence quand elle présente. Certain. D'une part, j'ai envie de dormir la nuit, premièrement, en vrai, et parce que on est humain, et l'idée que ça se passe mal, c'est absolument pas la volonté de départ, et c'est pas agréable du tout. Parce qu'étant donné qu'on est humain, on est proche, on a nos clients quasiment toutes les semaines au téléphone, ou en visio, ou par Slack ou autre. Donc du coup, t'as quand même, tu lis une relation, ou si au départ t'as promis monts et merveilles et que derrière tu te craches au bout de 6 mois, en général ça marche pas. C'est pour ça que comme tu disais, donner des objectifs, c'est certes difficile, mais c'est aussi une valeur ajoutée de notre part avec les années d'expérience, parce que par exemple Guillaume qui travaille avec moi en consultant, c'est pareil, il doit avoir 10 ans, 11 ans, et en fait plus tu vois de cas d'année en année, et plus tu commences à sentir, on dit sentir un peu la serpe, tu vois, tu sens le palier, et tu donneras jamais, vous ferez 200 000 visites, 0,5 quoi. Enfin, je veux dire, non, jamais, c'est pas possible. Par contre, ce que tu peux dire, c'est une zone. Tu vois, dans un marché, il y a souvent les leaders, t'as souvent les challengers, et après, voilà, après le fossé où tu as tout un tas de sites. Et l'idée, c'est d'arriver justement à se dire, voilà, c'est cet acteur-là en challenger, il a fait ça. On doit faire ça pour y arriver. Alors parfois avec autant de moyens ou moins de moyens, en étant plus malin. L'idée, ça aussi, c'est notre expertise, et d'arriver dans cette zone à 12 mois, par exemple, 24 mois, ou 6 mois, ou 3 mois, ça peut arriver. Mais l'idée, c'est de se projeter. Tu vois, tu fais un plan d'action, tu listes tout ce qu'il faut faire, qui le fait, quand il le fait, combien ça coûte et où ça nous amène. Et à partir de là, tu essayes le plus proche de la réalité d'y arriver, et de dégager un ROI le plus tôt possible, parce que ça aussi, c'est l'enjeu majeur, c'est de faire de l'argent. Sinon, on ne travaillerait pas. C'est la finalité. C'est la finalité absolue de toute entreprise, a priori. De toute entreprise, c'est ça. Les KPI, c'est un peu délicat là, de mettre que du KPI argent, sans mettre le site, le marché, etc. Mais la réalité tout de même, c'est que le KPI final d'un PDG, ou de la personne en tout cas qui jugera du travail, en général la personne la plus haute dans la hiérarchie, c'est combien on a fait d'argent. En réalité, c'est ça. Même si tu as des stratégies, on a des clients où faire de l'argent n'est pas l'objectif principal au départ, sur les 12, 18, 24 premiers mois, parce que comme je te le disais, il y a des marchés où pour rentrer, faut vraiment mettre la main au portefeuille. Si tu veux vraiment rentrer très fort, tu sais que pendant plusieurs mois, années, tu ne pourras ne pas être rentable, mais par contre, tu sais où ça va t'amener, et dans une position de leader, et là, c'est là que tu récolteras les 100% des fruits de ton travail, quoi. Ça, c'est dans le business au global. Et je crois que tu avais 2 petits slides sur oui, c'est ça. le trafic. C'était des exemples, c'est ça oui, c'est des exemples, exact. Là, c'est un exemple plutôt réseaux sociaux, et je suis tombé par hasard dessus. Quand on avait déjà décidé du sujet, je me suis dit, tiens, je vais le mettre. C'est pas du tout une cliente ou quoi, c'est vraiment un exemple que j'ai trouvé sur le web, et je me permets de le mettre parce que c'est difficilement reproductif. Enfin, tu peux pas le reproduire, tu vois, toi, dans ton coin. Par contre, l'idée, c'est que ici, j'analyse pour un prospect la requête robe longue. Donc, tu vois, donc là, c'est le top 10, les 10 premiers résultats sur la requête robe longue, qui mine de rien fait 49 500 recherches par mois, donc c'est pas mal. Et là, tu as le nombre de backlinks. Je fais un abus de langage, c'est le nombre de domaines référents, donc le nombre de sites qui te font au moins un lien. C'est ça qui compte. On va dire que c'est des backlinks. Donc l'idée, c'est de te dire, ok, dès que c'est rouge, c'est que c'est hautement concurrentiel. Orange, jaune, c'est très concurrentiel. Et enfin, là, tu vois, t'en as un, Gracie.fr, seulement 7 backlinks. Et tu te dis, pourquoi Gracie est là? J'ai regardé, il y a un mois, elle était même 4e ou 3e. Donc, ok, là je me dis, ça me saute aux yeux, je fais, bon, on va voir, c'est des formations professionnelles, là, tu vois, tout de suite, tu te dis, qu'est-ce qu'elle a fait pour être là? Et en plus, elle est aussi sur quelques super requêtes comme ça, du même type, mais très axées robe. Et pour le coup,
tu t'aperçois que c'est géré par quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, qui a 158 000 followers, que le compte Gracie du site, il en a 45 000 et que il y a un trafic assez important qui en toute logique arrive ici sur le site. Il est à noter tout de même que le site est très propre et qu'il a quand même des centaines de fiches produits. Donc quand même, il y a eu un travail, il n'y a pas eu, 3 produits mis à la volée sur le site, ça a été fait très proprement, il y a du title correct, il y a les grands basiques sont présents, mais par contre, au lieu d'aller investir dans des backlinks, là, le backlinks devient un petit peu, je suppose, et en toute logique, c'est l'anomalie, entre guillemets, statistique de ce tableau-là, un nouveau site qui arrive avec beaucoup d'autorité, mais là, l'autorité, elle vient du trafic des réseaux sociaux, en l'occurrence. Voilà. Du coup, de travailler avec des talents, avec des influenceurs, finalement, ça peut en fait aider notre SEO, quoi. Énormément, parce que t'envoies du trafic, c'est ce qu'il adore, Google. Et en général, il valorise le trafic qui arrive sur la page. Ça, c'est important. Par contre, ça peut coûter quand même un certain prix, parce que si tu as un influenceur à chaque fois, pour chaque page, et il t'en faut plusieurs dans le mois, voilà. Mais en tout cas, dis-toi, quoi qu'il arrive, c'est un levier positif. Certes, c'est très important. Et quand c'est tes propres réseaux, l'avantage, c'est que tu spams, entre guillemets, sans être péjoratif. Bien sûr, mais tous les jours, tu postes 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour, story, reel, t'y vas, et tu mets du lien pour qu'il y ait de l'interaction finalement. Et c'est par ailleurs, cette demoiselle, c'est exactement ce qu'elle fait, tu vois, des reels, des stories tout le temps qui vont amener ici, même si c'est fait bien, parce que elle a aussi son profil personnel où j'ai regardé rapidement, il y a quand même une dynamique classique, style, lifestyle, il n'y a pas que le site internet qu'elle a créé. Voilà, mais c'est assez intéressant de le voir que c'est encore possible. Intéressant. Parce que là, sinon, tu vois, c'est des strates valorisées à plusieurs centaines de milliers d'euros potentiels en termes de backlink. Ouais, c'est énorme. Pour rentrer sur ces marchés-là. Voilà. Et puis ici, un client qui est sur un énorme, j'en parlais tout à l'heure dans l'ameublement, c'est le leader de sa typologie de produits. Il était que dans le monde physique, il arrive sur le web avec un e-commerce, et donc là, tu vois, on était 56e sur la requête principale à 74 000 recherches par mois, et là, tu vois, tout de suite, en 3 mois, 4 mois de travail, on passe 9e, et c'est pas normal. Parce qu'on a assez peu de backlinks encore, on en a fait quelques-uns sur les 3-4 mois, mais quelques dizaines. On a le niveau de backlinks le plus bas de la SERP, un niveau de qualité de backlinks aussi un des plus bas des résultats de recherche du top 10, en l'occurrence sur cette requête-là. Et pourtant, tu vois, le top 10 arrive, et là, sur plusieurs semaines, le top 10 reste. Et donc, voilà, le mot-clé générique associé à la marque devient un booster pour le mot-clé générique, vraiment. J'espère que tous ceux qui nous ont écoutés et regardés ont appris des choses. Moi, j'ai appris plein de choses. Marvin, c'était hyper intense. Merci en tout cas d'avoir tous suivi cette vidéo jusqu'au bout. Évidemment, n'oubliez pas de s'abonner. Vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire. Je pourrais peut-être faire un condensé et les envoyer à Marvin pour que les répondre et vous les transmettre. En tout cas, ce qui est le plus important, c'est, Marvin, comment on peut te suivre et comment on peut rentrer en contact avec toi si on souhaite peut-être optimiser son SEO. Oui, le plus logique, c'est LinkedIn, évidemment, Marvin Tranchant. On rajoutera les liens dans la vidéo quelque part, et puis évidemment dans la description. Et puis sinon, skyso.biz, qui est le site internet de l'agence, où vous pouvez prendre rendez-vous directement avec un petit lien Calendly pour faire une visio découverte ensemble. Et cette visio découverte, si le projet et puis l'approche qu'on en a vous convient, et puis nous convient aussi dans nos possibilités, convient à notre expertise. Derrière, on offre un pré-audit qui va nous prendre entre 2 heures et une journée. Pour le coup, si on choisit de le faire, c'est que prendre notre temps, il est complètement gratuit, et l'idée est d'amener le plus de valeur. Pourquoi ? Parce que déjà de pouvoir à terme peut potentiellement faire un devis, mais on fait pas des devis à la volée. C'est pas du tout notre ADN. C'est de comprendre et derrière de pouvoir proposer une prestation qui correspond. Alors parfois il faut passer par un énorme audit parce que y a beaucoup trop de data et le pré-audit suffit pas, mais quand même on va quoi qu'il arrive amener de la valeur sur ce pré-audit, et si ça le fait, c'est super, et si ça le fait pas, quoi qu'il arrive, nous on aura découvert un nouveau marché, de nouvelles problématiques, et puis le potentiel client lui aura eu de la valeur et aura des nouvelles pistes pour optimiser. Mais voilà, n'hésitez surtout pas
à faire cette demande de visio. Puis nous, c'est notre passion d'échanger sur le sujet, hein, vraiment pour le coup. Si vous avez un projet solide, du coup le lien sera en commentaire juste ici. En tout cas, vraiment un grand merci Mervyn et à toute l'équipe aussi Sky SEO. Je pense que tu n'es pas tout seul à faire tout ça, évidemment. Et j'espère qu'on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, merci à tout le monde et à bientôt.